BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous. C'est votre rendez-vous du week-end. Vous le savez de quoi je me mail. Toute l'actu high-tech qui est disponible bien sûr sur 01 TV, sur la chaîne YouTube, sur 01net.com, sur les box et puis diffusé le dimanche matin sur BFM Business, Radio et TV. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver. Avec tout à l'heure en deuxième partie, le directeur de Panasonic sera notre invité. Eric Novell est avec lui. On reviendra sur les annonces qui ont été faites lors de ce CES 2021 virtuel. Voilà comment Panasonic a vécu ce CES et puis quelles sont les nouveautés en matière de télé, en matière de purificateur d'air aussi, puisque Pana est vraiment très axé là-dessus. Et puis on évoquera aussi bien toutes les autres nouveautés, notamment un nouvel appareil photo pour les vlogueurs qui fait aussi caméra. On en parlera donc tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail et avec le hashtag DQJMM, vous pouvez réagir en temps réel sur Twitter. Merci d'être là. Bienvenue. Et on commence avec le club de la presse IT. Et pour cette semaine d'actualité très chargée, nous avons pris le meilleur du meilleur, le best-of du best-of. Nicolas Lelouch, bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com. Et Emmanuel Paquette, bien sûr, toujours fidèle au poste. Salut bonjour, Emmanuel, François. Journaliste à l'Express. Alors, ça ne chôme pas cette semaine, Emmanuel. Emmanuel qui est, vous le savez, à la frontière entre l'éco et la tech sur l'Express. Les résultats financiers de toutes ces grandes boîtes américaines sont tombés. Nico, Emmanuel, on commence par Panasonic. Panasonic, Apple. Panasonic, ça sera tout à l'heure, juste après. Apple, donc, qui a communiqué donc des résultats financiers exceptionnels, encore une fois, mais on s'y attendait plus ou moins. Hein. Ouais, c'est des résultats records. Hein. Pour la première fois sur un trimestre, Apple dépasse le 100 milliards de dollars de revenus. On est à 111 milliards. Alors porté évidemment par l'iPhone, hein, le dernier iPhone 12, qui fait à lui seul 65 milliards, donc c'est quasiment 60%. Du chiffre d'affaires d'Apple. Exactement. La deuxième division, c'est en fait les services qui passent à 15 milliards, donc en forte croissance, hein, qui est le pari de Tim Cook, hein, de développer les services. Donc, il est en train de réussir ce pari. Il est en train, voilà, tout doucement, parce que ça passe de 12 milliards à 15 milliards, donc c'est 3 milliards en plus, c'est pas si mal, hein, mais c'est vrai que par rapport à l'iPhone, hein, qui explose. Puis surtout, la grosse nouveauté, ce trimestre, c'est la Chine qui représente maintenant 21 milliards de chiffre d'affaires, très proche de l'Europe qui est de 23 milliards. Donc il est fort probable que le marché chinois dépasse d'ici peu le marché européen pour Apple, et porté par la 5G, hein, puisque maintenant on a plus de 100 millions d'abonnés à la 5G en Chine. Donc Apple en profite à plein avec l'iPhone 12, qui était un des terminaux les plus attendus, hein, pour la 5G. Donc on voit effectivement qu'Apple est en train de surfer en pleine période de pandémie sur la reprise chinoise d'un côté, et puis sur l'arrivée de la 5G de l'autre, en Chine, mais aussi à l'extérieur. Est-ce que le marché du PC ressort en fait dans ces résultats aussi, enfin du Mac plus précisément, parce que c'est vrai que on se rend compte quand on discute avec les constructeurs de ces machines qu'il y a eu une explosion des ventes. Est-ce que Apple a aussi bénéficié de cet engouement ? En fait, alors tous les secteurs chez Apple sont en progression. Sont au vert. Y compris les Mac, y compris les iPads, tous progressent, mais effectivement, ils ont aussi bénéficié de l'effet confinement. Puis je pense que Nicolas en parlera, de l'effet aussi de la nouvelle puce qui est un véritable carton chez Apple. Oui, Emmanuel, donc des résultats financiers excellents. On s'y attendait, hein, bien sûr. Oui, on s'attendait. Il y avait des rumeurs depuis quelques semaines comme quoi Apple allait justement passer cette barre des 100 milliards. Ça a été le cas largement, c'est pas vraiment étonnant. Le Mac, en effet, il va bien. Il représente 8,7 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est une très belle augmentation par rapport à ce que Apple proposait l'année dernière. Tim Cook l'a d'ailleurs dit lui-même lors d'un appel avec les investisseurs, c'est que les Mac Apple Silicon sont en train de réussir leur pari, ils rencontrent vraiment un public différent, et d'ailleurs ça risque de se manifester en 2021, puisque la grande majorité de la gamme, comme on le disait la semaine dernière, va passer au processeur Apple Silicon, donc c'est vraiment un pari réussi pour Apple. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Tout va bien chez Apple, et Apple qui n'arrête pas, qui, bien évidemment, et on en parlait déjà la semaine dernière, on connaît quasi leur roadmap, hein, pour les semaines et les mois qui viennent. On a encore de nouvelles fuites.
Il y a des nouvelles fuites, toujours la même personne, toujours Mark Gurman de Bloomberg, vous savez, ce fameux journaliste réputé pour ses sources sur Apple. C'est lui qui nous avait dit que les MacBook allaient en quelque sorte faire un restart, un retour en arrière et abandonner toutes les erreurs qu'Apple a pu faire. Donc en l'occurrence, on sait que la Touch Bar va disparaître des MacBook Pro, on sait que le port MagSafe aimanté va revenir pour charger les MacBook Pro. Tout ça, c'est des retours en arrière bienvenus. Maintenant, ce que Mark Gurman a ajouté cette semaine, c'est que le MacBook Pro va récupérer le port carte SD, ce qui était extrêmement demandé par les professionnels. Et on se rappelle de Phil Schiller, donc le vice-président d'Apple, qui disait encore il y a 1 an, il y a 2 ans, lorsqu'il y avait eu les annonces de Mac Pro, la carte SD ne reviendra pas, oubliez-la, c'est le passé. Donc c'est assez marrant de voir que Phil Schiller, qui d'ailleurs a perdu en position, maintenant il est considéré comme un vétéran d'Apple, il est encore là, mais c'est plus lui qui gère le marketing. Jonathan Ive aussi, qu'on connaît pour son goût du minimalisme au niveau du design, n'est plus là. Et on peut imaginer que tous ces départs fait qu'Apple est une entreprise qui est en train de changer un petit peu de philosophie, qui est moins dans imposer aux utilisateurs des choses et qui est plus justement dans essayer d'être à l'écoute. Donc c'est une bonne chose. Et l'autre annonce de Mark Gurman, pour le coup c'était le produit qui était oublié, c'était le MacBook Air, il n'y avait aucune fuite là-dessus. C'est l'ordinateur le plus populaire d'Apple. Et ce qu'on sait, c'est que le MacBook Air, va y avoir une version a priori haut de gamme avec un processeur Apple Silicon plus puissant, avec le retour du MagSafe, et donc ça serait cette génération qui arriverait dès la fin d'année 2021. Donc dès fin d'année 2021, et avec cette montée en puissance du fameux processeur Apple M1 qui petit à petit va remplacer Intel, on est d'accord. Oui, il devrait rester fin 2021, sauf gros retournement de situation, uniquement le Mac Pro avec un processeur Intel. Les autres devraient tous passer au Apple Silicon. Autre résultat financier, puisque c'est la période, c'est Microsoft. Qui surfe aussi, Emmanuel, sur de bons résultats. Oui, pour différentes raisons, là, pour le coup. Enfin, il y a des raisons communes avec Apple, qui est notamment le développement du télétravail. Donc, Microsoft Teams, qui permet de faire de la visioconférence, a drivé en fait les résultats de Microsoft, qui fait plus de 43 milliards de chiffre d'affaires. Donc, cette division-là, entreprise, en gros, service aux entreprises et cloud, puisque maintenant, c'est la division telle qu'il la nomme, se porte plutôt très bien. Je crois que c'est de l'ordre, effectivement, de 15 milliards de mémoire, 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Après, il y a Office, qui lui aussi peut passer par Teams, qui est la deuxième vache à lait de Microsoft. Et puis la troisième, c'est les jeux, notamment la division Xbox, avec les ventes de la Xbox, et puis les ventes aussi de jeux. Et puis en dernière position, LinkedIn, le réseau social, qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est pas la grosse réussite pour l'instant, ce réseau social qui a été racheté par Microsoft il y a quelques années de cela. Donc, mais en tout cas, Microsoft profite à plein de la pandémie, du télétravail et de la visioconférence. Donc il fallait acheter du Microsoft il y a quelques années, comme il fallait acheter de l'Apple. Il y avait de quoi devenir riche en pandémie. C'est vrai. Et puis Microsoft qui bénéficie d'une aura incroyable maintenant sur les PC. Vous avez même des touches Teams qui vont arriver, les nouveaux PC, comme on a sur les télécommandes, on en parlait. Le bouton Netflix, et bien maintenant sur un PC vous aurez le bouton Teams. En revanche, disparition du bouton Skype pour le coup. Oui, mais alors cela dit, moi j'en ai jamais beaucoup vu des boutons Skype. Il y avait sur des les télés, PC, on en parlait aux gens de Panasonic. Il y avait des télés qui a intégré à un moment donné Skype en natif. C'est vrai. Donc voilà, belle réussite pour Microsoft. En revanche, dans le gaming, avec la Xbox, ça patauge un peu quand même niveau com. Alors au niveau des résultats, c'est très bon, parce que les ventes ont augmenté de 86% par rapport à l'année dernière. C'est logique, vous me direz, il y a eu le lancement des séries S et séries X le 10 novembre, ça tombe pile pendant ce trimestre, c'est comme pour Apple, c'est le trimestre où il y a eu le plus de lancements. Maintenant, le niveau com, en effet, il y a eu des petits problèmes cette semaine chez Microsoft, puisqu'ils ont annoncé en fin de semaine dernière que le prix du Xbox Live Gold, et vous savez, en fait, c'est cet abonnement qui permet de jouer en ligne, c'est-à-dire que si vous avez une Xbox, vous pouvez jouer à vos jeux avec le mode histoire, mais si vous voulez jouer avec d'autres personnes, il faut forcément payer. Et ils ont dit que cet abonnement, il allait doubler de prix, parce qu'il était temps en fait de revoir un petit peu les gammes. Parce qu'ils avaient envie de gagner un peu plus d'argent. C'est ça, mais dans l'idée, en plus qu'ils ont fait, est très étonnant, au lieu d'augmenter tout simplement les prix, ils ont dit avant vous payez 45 € pour 1 an, maintenant ça sera 45 € pour 6 mois, mais sans proposer d'option d'1 an. Vraiment extrêmement étonnant cette communication qui a été très mal vue par les joueurs. Le but c'était de promouvoir, vous savez, l'abonnement Xbox Game Pass, qui est le Netflix du gaming, qui permet d'avoir plein de jeux en illimité. On télécharge. En fait, on loue des jeux, en quelque sorte. Exactement, et l'idée de Microsoft était de rendre l'abonnement Xbox Live tellement cher que les gens ne l'achètent plus et passent tous au Xbox Game Pass. Le problème, c'est que ça a été très mal pris. Ils se sont fait tout simplement démonter sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et le soir même, il y a eu un communiqué nocturne de Microsoft qui commence par « Nous sommes plantés » et qui dit qu'ils n'auraient jamais dû augmenter ses prix, que c'était une erreur, qu'on maintient les prix d'avant, et encore mieux,
surprise générale. Aujourd'hui, quand vous achetez, vous savez, il y a des jeux qu'on appelle free-to-play, c'est des jeux gratuits. Il y a Fortnite, il y a Rocket League, il y a ce genre de jeux. Sur PlayStation et sur Nintendo, vous pouvez jouer aux jeux free-to-play même si vous n'avez pas d'abonnement. Alors que chez Microsoft, il fallait quand même payer. Et bien Microsoft a dit, en plus de nous être plantés, on a même décidé de faire un geste. Maintenant, c'est gratuit pour tout le monde, plus besoin d'abonnement sur les jeux gratuits. Donc il y a vraiment, on se demande pourquoi ils se sont tirés cette balle dans le pied en fait. Ils ont réussi à faire le plus gros bad buzz de l'histoire, se faire absolument atomiser sur les réseaux sociaux. Ça. Pour et en fait, ils rétropédalent, ne pas augmenter et en plus perdre un potentiel de nouveaux abonnés sur les jeux gratuits. Donc vraiment très étonnant comme communication. Maintenant, c'est au bénéfice des joueurs. Faut quand même noter que ce changement n'est pas encore appliqué. Ça sera a priori pour la fin de l'année. Voilà. Et puis donc Microsoft, avec cette option qui s'enlève, revient au niveau, c'est ce que tu disais, de la Nintendo Switch et de la PS4. Hein, exactement. Et c'est une très bonne chose pour la petite console, vous savez, la Xbox Series S, qui coûte moins de 300 €. Pour le coup, vu son prix, avec le Game Pass, avec les jeux gratuits, on commence à avoir un produit extrêmement intéressant pour les néo-joueurs. Bien sûr, avec quand même une console next-gen, une vraie next-gen. Hein. La qualité graphique n'est pas incroyable, mais c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Des temps de chargement, des jeux, c'est très bien. Après toutes ces bonnes nouvelles, il faut quand même parler de Huawei, où là, ça se corse un peu quand même. Enfin, c'est mitigé, parce que d'un côté, Huawei ouvre une usine en France qui va rayonner en Europe, on va en parler dans un instant. Mais en revanche, c'est moins glorieux côté smartphone, et Huawei serait prêt à céder en fait ces haut de gamme des smartphones, hein, c'est ça. Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est en tout cas une information de Reuters qui est tombée cette semaine, qui annonce que Huawei se serait rapproché d'un consortium d'entreprises soutenues par le gouvernement de Shanghai pour leur céder une partie de la division smartphone. J'ai une partie parce qu'on parle du haut de gamme, en l'occurrence, les gammes P et les gammes Mate, donc c'est celles qui sont très sincèrement les plus impressionnantes, celles qui cartonnent en Europe notamment. Ça représente 40% des volumes de vente aujourd'hui. Le reste, c'est de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, et c'est présent dans plein de marchés. La raison est assez simple. Huawei ne peut plus fabriquer de puces, ne peut plus se produire en beaucoup de composants, et soit ces gammes vont mourir, soit elles doivent être cédées. Maintenant... Sauf en Chine, c'est ça le paradoxe. Sauf en Chine, bien sûr. C'est que la gamme P et Mate continue de bien marcher en Chine, parce que finalement là-bas, comme ils n'ont pas besoin des services Google, pas en Chine, hein, en Russie, dans beaucoup de pays où c'est aussi le cas, où les services Google ne sont pas aussi indispensables qu'en Europe. Maintenant, s'ils ne peuvent plus fabriquer de puces, le problème va être tout autre, hein. C'est complètement différent. Là, que ce soit en Chine ou en Russie ou en Occident, ça va être problématique. Maintenant, ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que Huawei nous a immédiatement contactés pour dire que c'était pas la première fois que Reuters les attaquait avec des mensonges, et que c'est absolument faux, qu'ils veulent conserver les gammes P et Mate, qu'ils s'en sortiront quoi qu'il arrive, ils réfutent complètement toutes ces rumeurs-là. Ils disent déjà qu'ils ont vendu Honor pour justement permettre à Honor d'avoir des téléphones avec Google, mais qu'ils ne veulent pas vendre les gammes Huawei. Donc disons que pour l'instant, la rumeur, on va la prendre vraiment avec beaucoup de pincettes. C'est très peu probable que ce soit le cas, en tout cas pour l'instant. Va falloir surveiller aussi ce qui se passe aux États-Unis, puisque la nominée par Joe Biden au secrétariat au commerce a laissé entendre qu'elle veut rester très ferme envers la Chine, mais en même temps, elle refuse de dire si Huawei et les autres vont rester sur liste noire. On peut imaginer que le nouveau président veut pouvoir négocier avec son homologue chinois. Donc est-ce que Huawei va peut-être s'en sortir ? Est-ce que peut-être que Huawei attend de voir ce qui va se passer aux États-Unis avant de prendre une décision ? C'est possible, mais pour l'instant pas de vente, mais des rumeurs. Emmanuel, le nouveau gouvernement américain ne va rien céder, non ? Visiblement, on a l'impression qu'ils vont rester sur la même ligne, qui est quand même assez stricte, qu'avait initié Donald Trump. Hein. Exactement, ceux qui pensaient effectivement un retour en arrière avec une élection d'un démocrate à la Maison-Blanche. Finalement, effectivement, c'est la continuité de cette ligne dure, et puis de la guerre commerciale, parce qu'elle dépasse très largement Huawei. Il y a plusieurs types d'activités qui sont visées dans cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On a parlé plusieurs fois, par exemple, des drones, on a parlé aussi des services de paiement, notamment WeChat de Tencent ou d'Alipay du côté de chez Alibaba. Donc on est sur une guerre qui est tous azimuts et qui dépasse largement Huawei. En revanche, effectivement, ça peut être un levier de négociation à un moment ou à un autre. Donc effectivement, je pense que Huawei a tout intérêt à attendre avant de céder ses terminaux, sachant que, comme le disait Nicolas, c'est quand même pas loin de 50% de son chiffre d'affaires. Le reste étant en grande partie les équipements réseau, qui se portent très bien avec le déploiement de la 5G en Chine. Et puis l'autre élément, c'est que il faut à un moment donné avoir des terminaux à l'extérieur pour un rayonnement mondial, pouvoir vendre des terminaux aussi à l'étranger. Donc effectivement, c'est plutôt l'expansion de Huawei qui peut arriver à terme
plutôt que la survie de Huawei qui, là, a priori, il n'y a pas de souci, puisque le marché chinois constitue quand même une grosse part de son chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que ces smartphones haut de gamme, c'était aussi la vitrine de Huawei, la vitrine technologique. Hein. C'est ce qui permet aussi à cette marque de rayonner, d'envoyer on va dire des signaux positifs, hein, surtout à l'industrie et à la concurrence. Là, s'ils arrêtent le smartphone, qu'est-ce qui reste? Bon, il y a la 5G, bien sûr. Il reste les PC, et encore, on ne sait pas si les PC vont continuer. Et les télés, hein. Alors, il faut savoir qu'ils sont numéro 2 des télés en Chine. Et donc, ils vont sortir à un moment ou un autre. Oui, ils ont des objets connectés aussi, etc. Plein de choses. A priori, le focus en 2021 sur l'Europe, c'est les PC. C'est Huawei veut profiter de la pandémie, de plein de choses pour dire on fait les meilleurs PC et jouer là-dessus. Il y a encore une incertitude avec les États-Unis, mais c'est déjà moins mauvais que sur le smartphone. Et puis l'autre élément, c'est qu'ils essayent de pousser HarmonyOS, qui est leur système d'exploitation concurrent d'Android, hein, donc il leur faut des développeurs pour porter les applications. Donc si on commence à dire qu'ils vont vendre Mate et P, les développeurs, ils n'auront plus aucun intérêt à aller sur HarmonyOS. Donc c'est totalement contre-productif, ce genre d'informations. Ça peut désolidariser les développeurs du monde entier. Ils vont se dire que ça n'a aucun intérêt de développer pour Huawei. Donc c'est vraiment très contre-productif, ce genre de rumeurs pour Huawei. Hein. Alors, le paradoxe, c'est que si on s'intéresse à Huawei au niveau local, eh bien, Huawei investit toujours. Et d'ailleurs, ils viennent d'investir dans une usine, je crois plusieurs centaines de millions d'euros, 200 millions. 200 millions, exactement. 200 millions, une usine en France. Exactement, qui commencera à produire d'ici, donc c'est dans le Grand Est, dans la région de l'Alsace, et qui commencera à produire à partir de 2023 des stations de base, donc 2G, 3G, 4G, enfin plutôt 3G, 4G, 5G, pour l'Europe, donc dont la France, hein, sachant qu'effectivement, Huawei continue quand même de pouvoir vendre ses équipements dans certains pays, notamment l'Allemagne. En France, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, oui, c'est-à-dire pas les grandes villes, non plus, hein. Mais un peu en dehors des grandes villes, ça reste possible. Donc, je pense que c'est aussi un levier de lobby pour Huawei sur le gouvernement, en disant on va créer quand même 300 emplois à terme. Bien sûr. Donc on devient un acteur important, sans compter les centres de R&D hein, qui sont déjà présents en France. Il y en a plusieurs. Donc voilà, c'est un acteur qui essaie de dire on pèse dans l'économie française, on paye nos impôts, on crée des emplois. Donc, à un moment donné, on veut aussi participer, notamment à la course de la 5G en France. Oui, parce que c'est vrai qu'on aurait pu, parce que ce projet d'usine date de quelques années déjà. Hein, ça fait quelques temps qu'on en parle. On aurait pu se dire qu'avec tout ce qui se passe concernant l'interdiction de la 5G de Huawei en France dans certaines zones, ils auraient pu arrêter ce projet. Mais finalement, ils le conservent. Ouais, moi, je pensais qu'ils iraient plutôt en Allemagne, parce que comme la chancelière Merkel ne s'oppose pas à Huawei aujourd'hui. C'est ça. Parce que le principal opérateur télécom, T-Mobile aujourd'hui, Deutsche Telekom et T-Mobile sont essentiellement équipés de Huawei. Ça leur coûterait excessivement cher de se passer de Huawei. Donc et l'Allemagne peut résister à la pression américaine de Washington qui demande d'abandonner Huawei. C'est un petit peu moins le cas de la politique française. Mais donc voilà, moi j'avais plutôt tendance à penser que ça irait en Allemagne. Moi je me suis trompé, c'est en France. Et tant mieux pour la France et tant mieux pour la création d'emplois. C'est compliqué cette histoire de 5G pour Huawei en France. C'est toujours compliqué pour après. Voilà, est-ce qu'ils sont les meilleurs en matière de technologie 5G aujourd'hui? Beaucoup de gens le disent. On peut le dire, oui, bien sûr. Je vous donne un exemple. J'avais fait il y a quelques semaines des articles sur ZeroNet où j'ai testé la 5G de SFR et la 5G d'Orange, à Nice, qui est ma ville natale. Et il se trouve que... Tu es niçois, donc. Je suis niçois, vous le saviez pas. Non, je crois que tu n'as jamais signalé. J'aurais dû le dire. Moi, je pensais que tu étais de Dunkerque. C'est bizarre, Non. Tu es niçois, d'accord. Et du coup, le réseau de SFR à Nice est équipé en Huawei. Le réseau Orange ne l'est pas. Je crois que c'est Ericsson. De toute façon, c'est Ericsson ou Nokia, on est d'accord. Nokia ou Ericsson, mais j'ai un doute sur le coup. Ce que j'avais constaté, déjà dans les deux cas, la 5G elle est ultra volatile sur le 3,5 GHz. C'est-à-dire que si vous êtes près de l'antenne, vous avez d'excellents débits. Et dès que vous vous en éloignez, vous avez des débits de 80 mégas qui sont à peu près similaires un peu comme le Wi-Fi finalement. C'est pas fou. La seule différence, c'est que avec les antennes de SFR, donc Huawei, si vous étiez un petit peu loin, vous aviez 80-100 mégas. Avec Orange, vous aviez 0,5 ou 1 méga. Ce qui est la preuve que Huawei, malgré tout, arrive à assurer un bon débit en étant loin de l'antenne, alors qu'avec les autres, il y a vraiment des grosses pertes. Évidemment, ce que je dis ne marche que pour Nice, ne marche que pour ce cas précis. Il y a plein d'endroits où ça ne sera pas du Huawei, il y a plein d'endroits où les antennes seront configurées différemment. Et puis on est au début en fait aussi d'un réseau, donc j'imagine qu'il y a une optimisation qui va se mettre en place, etc. Évidemment, mais surtout qu'il n'y aura pas que le 3,5 GHz, ça sera complété d'autres fréquences qui vont permettre d'étendre justement la couverture. Mais aujourd'hui, les antennes de Huawei, que ce soit nos tests ou ce que les constructeurs, opérateurs ont pu nous dire, sont bien plus performantes. Emmanuel ? Oui, je voulais juste tempérer un tout petit peu pour une chose, c'est que la 5G comme la 4G, c'est du débit partagé. C'est-à-dire dans une même cellule, s'il y a beaucoup de gens qui utilisent la 4G ou la 5G, ça diminue pour chacun le débit. Et il faut savoir qu'Orange, c'est celui qui a le plus d'abonnés
donc bien loin devant SFR. Oui. Donc il est possible que tu sois dans une zone où il y ait plus d'abonnés 5G Orange. Sauf qu'il était au tout début du lancement, à mon avis, il y avait personne sur les cellules. Ouais, ça c'est compliqué. Ouais. C'était le premier jour du lancement de la 5G. C'était vraiment, c'était au moment pour du donner un lancement. exemple, j'ai trouvé une antenne sur le toit d'un hôtel, je me suis mis en dessous, j'ai fait une mesure, elle était excellente, j'étais à 1000, j'ai marché de 10 mètres sur la droite, j'avais perdu, j'étais à 400. Et en rentrant un tout petit peu plus loin, derrière une porte, on était à 5 ou à 10, c'était fini. Donc non, il y a vraiment un problème aujourd'hui de stabilité sur la 5G, mais d'ici là, ça va s'améliorer et faut pas parler trop vite là-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis on pourra tester quand elle arrivera à Paris, si elle arrive un jour. Si elle arrive peut-être. C'est toi qui as eu l'annonce, fin février, c'est ça? Xavier Niel, dans Tech & Co, l'émission que j'anime le soir sur BFM Business, avait annoncé fin février. Donc écoutez, on est fin janvier, dans un mois, on verra bien. Ouais, on m'a dit que ça n'avançait pas du tout. Donc, Ah, on t'a dit que ça n'avançait pas. On n'est pas couché, hein, les amis. Pas de suite. Voilà, heureusement qu'on a la fibre à Paris, parce qu'autrement, on ne pourrait pas se parler. On enchaîne, avec là, un nouveau géant du numérique, peut-être qui est en train de naître, Nicolas. Peut-être. Et qui vient de Chine. J'ai envie d'y croire, en tout cas. Il ne vient pas vraiment de Chine, en réalité. Il ne vient pas de Chine. Il a été fondé par Carl Pei, vous savez, qui était le cofondateur de OnePlus, qui est un jeune, figurez-vous, suédois, élevé en Chine. Ah oui. C'est l'inverse. Ça, c'est étonnant. Il est né en Chine, mais il a grandi en Suède et il est de nationalité suédoise. D'accord. Et Carl Pei, il est très charismatique. C'est une des rares personnalités chinoises qui est très populaire aux États-Unis. C'est-à-dire que les grands patrons, par exemple Li Jun, qui est le patron de Xiaomi, il n'est pas du tout connu aux États-Unis. Il fait pas de conférence en anglais, il donne pas d'interview. Mais Carl Pei, il adore parler à The Verge, il adore parler aux médias américains. Il tweet en anglais. En fait, il a la culture américaine, la culture occidentale. Je le connais un peu personnellement. On s'est déjà rencontré à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un. Je lui demande mais pourquoi vous faites pas de tablette chez OnePlus? Parce qu'Apple, ils sont trop forts. C'est trop fort ce qu'ils ont fait. Il y a des fresques de Steve Jobs un peu partout dans le siège de OnePlus. C'est le plus grand admirateur de Steve Jobs, c'est Carl Pei. Et avec OnePlus, il a tenté de créer la marque Android façon Apple. En fait, c'était vraiment l'idée. Entre-temps, OnePlus, ça va pas très bien en ce moment. Vous savez, ils ont fermé tous leurs bureaux européens. Ils sont en train de se diversifier dans l'entrée de milieu de gamme, ce que Carl Pei me disait ne vouloir jamais faire. C'était vraiment le truc à éviter. Il voulait rester sur les bonnes priorités. Et en octobre dernier, il a quitté OnePlus. En disant, donc ça veut dire qu'il y a un vrai malaise quand même. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il reste l'autre cofondateur, Pete Lowe, chez OnePlus, mais Carl Pei est parti. Il est parti aux États-Unis, tout ça. Il bouge un peu en Europe. Il a recruté pas mal d'anciens de OnePlus avec lui au passage. Et il avait promis une nouvelle entreprise. Il a levé récemment 7 millions de dollars auprès de personnes assez connues, dont le youtubeur Casey Neistat et surtout Tony Fadell, qui était un ancien allié de Steve Jobs et un des gros créateurs de l'iPod et de l'iPhone. Donc c'est la preuve qu'il y a quand même un gros lien, une grosse admiration pour Apple. Tony Fadell qui vit souvent à Paris d'ailleurs. Il vit souvent à Paris. Il vit à Paris. Tony Fadell. C'est même dans le 7e arrondissement. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Il est très proche de Xavier Niel, etc. Il se voit souvent. C'est quelqu'un qui. Il a même une société de conseil à Paris. Il soutient la nouvelle entreprise de Carl Pei, qui a un nom très original. Nothing, ça veut dire rien. Officiellement, selon Carl Pei. C'est prometteur. Moi, je trouve que c'est une connerie. Hein. Je me permets de dire ça parce que quand on tape Nothing dans Google, il n'y a rien. Si vous dites à Google Assistant c'est quoi Nothing, c'est le néant. Il ne va jamais vous parler d'une marque. Quoi. L'idée, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils sont allés là-dedans. Mais il se fait le délire de dire qu'il veut que la technologie soit transparente et que l'utilisateur n'ait pas à s'en soucier, d'où le Nothing. Après, il y a aussi une phrase connue de Steve Jobs qui est Technology is nothing. Moi, je la vois aussi énormément en connaissant Carl Pei et son attachement à ce genre de choses. C'est un petit hommage. Donc, il y a peut-être ça. Pour l'instant, il n'y a pas de produit. C'est drôle. Ils ne proposent rien. au moins, la promesse est tenue. Ça porte très bien son nom. Dans les prochaines semaines, prochains mois, ils vont annoncer un produit audio. Et après, à terme, ça sera un vrai écosystème. Donc, certainement du smartphone, d'autres choses. Nothing a vraiment de grosses ambitions. Et je dis justement que ce n'est pas une entreprise chinoise parce qu'elle est basée à Londres, elle aura des bureaux en Europe, mais pour l'instant, elle n'a pas vraiment de lien avec la Chine. Donc je pense que c'est intéressant d'ailleurs. Je ne sais pas si Nothing sera positionné comme une entreprise tech européenne du coup. Est-ce qu'on aura justement notre géant de la tech européen avec Nothing, avec Carl Pei qui est suédois? C'est pas forcément. On le voit comme une marque chinoise parce qu'on le voit comme le spin-off de OnePlus, mais pas du tout. C'est vraiment une initiative qui est basée en Europe. Donc à voir comment Nothing va évoluer. Emmanuel, ça t'inspire? Carl Pei? Attendons de voir ce que rien veut dire. Oui, parce que là, pour l'instant, on a un nom qui est vide. Donc Mais c'est vrai qu'il a des investisseurs assez prestigieux, donc a priori, ça donne confiance. Et puis c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même, qui a une vraie expertise dans le monde. Qui a une philosophie dans le produit qui est assez proche de celle de l'Apple, de vraiment faire du haut de gamme, d'essayer de faire ce que les gens attendent. Donc non, il y a un potentiel. Bon, un mot sur cette pandémie, forcément, on peut faire semblant de l'éviter, mais malgré tout, même dans la technologie, ça nous rattrape. En attendant peut-être
un durcissement du confinement et de ce couvre-feu, puisque c'est un petit peu ce qui est sur la table du gouvernement actuellement. C'est Google Maps qui va afficher bientôt les centres de vaccination. Nicolas. Oui, Google qui avait déjà fait multiplié pas mal les initiatives en termes de lutte contre le Covid. On sait quand on tape Covid dans Google, vous avez un tracker hyper complet avec pays par pays, tout ça. Quand on tape dépistage Covid dans Google Maps, vous allez avoir des centres, la fréquentation, est-ce qu'il faut un rendez-vous. Et là, ils ont annoncé, pour l'instant, ça a l'air d'être uniquement aux États-Unis dans un premier temps, mais ça va évidemment être étendu au monde entier. Le fait que le mot-clé vaccination Covid va permettre de voir les endroits où on peut se faire vacciner, mais surtout, est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance ? À qui ce centre se destine-t-il ? Est-ce que c'est les personnels soignants ? Est-ce que c'est les personnes âgées ? Petit à petit, justement, avoir une carte assez précise, justement, d'où on peut se faire vacciner. Aussi aux États-Unis, ça arrivera certainement un jour en France, les concepts de vaccination drive-in sur des parkings où vous avancez en voiture, on vous vaccine et vous continuez la route. Donc l'idée, ça sera de répertorier tout ça dans Google Maps. Donc c'est une initiative assez bienvenue. D'ailleurs, je suis allé voir nous on a Doctolib en France, qui a été choisi par le gouvernement pour être la plateforme de réservation pour la vaccination. Et j'ai remarqué que il y a eu un changement sur le site. Avant, on vous disait qu'il n'y avait plus de rendez-vous disponibles. Maintenant, on vous dit le nombre de personnes qui vont se faire vacciner dans les prochaines semaines, au lieu de vous dire qu'il n'y aura plus de rendez-vous, ce qui permet de voir qu'il y a vraiment un succès rencontré. Donc, j'en profite. J'ai l'impression que le gouvernement a passé un petit coup de fil, non, à Doctolib, en leur disant attendez, vous pouvez un petit peu changer ça, c'est pas bon là. Oui, ça peut être une initiative de leur part pour montrer que ça fonctionne. Oui. C'est assez bien pour eux de montrer. Doctolib, magnifique réussite. Après, voilà, il y a plein de choses. Le début de la vaccination, des prises de rendez-vous, c'était un peu n'importe quoi, c'était un couac, mais malgré tout, c'est une belle réussite. Ça marche plutôt bien, ouais, Emmanuel, rien à rajouter là-dessus sur juste, Google Maps. C'est vrai qu'on voit très rapidement, mais on voit que par exemple Amazon ou Walmart aussi veulent mettre à disposition leur hangar pour aider justement la logistique autour de la vaccination, et que plein de sociétés qui a priori bénéficient et profitent de la pandémie en termes de chiffre d'affaires, on parlait des résultats de Microsoft ou d'Apple, ils essayent de montrer aussi qu'ils font des choses pour lutter contre la pandémie. C'est vrai. Parce qu'ils ont peur à un moment donné d'être stipendiés en disant regardez, ce sont les profiteurs, les grands gagnants. Donc c'est quand même aussi de la communication. Il faut qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. C'est ça, exactement. Au moins en termes de communication, puis en termes d'image, parce que sinon, à un moment ou à un autre, il va y avoir un retour de bâton. Et puis n'oubliez pas qu'Amazon, c'est 800 000 salariés aux US. Ouais. Donc il faut les vacciner, parce que là encore, c'est vrai, c'est clair. Au-delà des obligations sanitaires, mais si après il y a beaucoup de malades, ça va être un problème en termes d'absentéisme. Et Walmart, c'est 1 million d'employés. 1 million d'employés, vous vous rendez compte, là aussi, il faut les vacciner. Merci à tous les deux, Emmanuel Paquette de l'Express et à Nicolas Lelouch. Merci beaucoup. Que vous pouvez retrouver sur zeronet.com et Emmanuel sur l'Express, bien évidemment. Vous restez avec nous. Quelle nouveauté Panasonic pour cette année 2021 ? On va retrouver le porte-parole France de Panasonic dans un instant. Eric Novelle qui me rejoint dans De quoi je me mail. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.